Bon, je vais voir la stabilité des orbites électroniques. Voilà. Donc ici, on va étudier la stabilité des orbites électroniques, c'est-à-dire, bon, des orbites électroniques, des atomes, bien sûr. Bon, c'est-à-dire, bon, on a découvert que dans le noyau, bon, il y a des charges positives et des protons, neutrons, et que autour comment on appelle ça, du noyau tournaient, je veux dire, les électrons. Voilà. Alors ici, comment ça se fait que l'électron tourne dans une orbite circulaire stable, circulaire ou elliptique, on va dire, autour du noyau? Comment ça se fait? Eh bien, on va regarder après ça. En fait, il faut faire une analogie pour voir ça, pour voir les choses comme ça. Comme c'est trop petit à voir, qu'on ne voit rien dedans, il suffit de faire une analogie par rapport à ce qu'il y a dans le ciel. En fait, dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les planètes. Il y a les planètes. Les planètes, peut-être, je veux dire, une source d'inspiration pour étudier les forces électrostatiques au niveau des atomes où on ne voit rien de tout. Donc les planètes, et la source sera le ciel. Et donc, dans la mécanique céleste, en fait, on sait bien que quand on a deux corps de masse m1 et m2, en fait, il y a des forces de gravitation universelles entre les deux corps. La force de gravitation est égale à gamma m1, m2 sur le carré de la distance séparant, je veux dire, le centre des deux masses. Donc c'est une force mécanique de gravitation. Bon, voilà. Et alors, les planètes, elles tournent entre elles. Bon. Il y a toujours une planète qui tourne autour de l'autre, enfin, au niveau des satellites, des orbites, enfin, au niveau de certaines orbites de certaines planètes. Voilà, ici j'ai une planète P1 et une planète P2. Par exemple, si je prends la Terre qui tourne autour du Soleil pendant une année, ou la Lune qui tourne autour de la Terre, qui est un satellite artificiel de la Terre, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, la Terre tourne autour du Soleil pendant une année, alors que la Lune tourne autour de la Terre en 24 heures. Bien sûr, bon, il y a des corrections qui se font. Elles ne tournent pas au niveau d'un timing en rapport avec l'horloge atomique. C'est normal, il y a des corrections à faire parce que je veux dire, ce sont des orbites, je veux dire, qui ne sont pas forcément, je veux dire, tout à fait circulaires, mais elliptiques. Et voilà, bon, quasi, il y a une forme d'ellipse qui apparaît au niveau comment est-ce qu'on appelle ça, des orbites. Voilà, qu'est-ce qui vient nous aider? Bon, la force de gravitation vient nous aider, c'est le point de vue mécanique pour la mécanique céleste. Mais il y a aussi la force, ici comme ça tourne, on a la force centripète, c'est celle qui tend à diriger vers le centre, le corps vers le centre de l'objet pour lequel il tourne. Enfin, le centre est attiré, donc ce corps céleste P1 est attiré vers le corps céleste P2 et il tourne autour de P2. Le satellite tourne autour le satellite tourne autour de P2. Ici, le satellite c'est P1, tourne autour de P2. Est attiré à l'aide d'une accélération. Tout d'abord, elle a une accélération tangentielle et normale. Il aura une accélération tangentielle et une accélération normale. Et là, on a la force centripète vers le centre, qui est attirée vers le centre, alors qu'il y a la force centrifuge qui est dirigée, qui tend à retirer le corps et l'envoyer vers l'extérieur. Alors que la force centripète dirige vers l'intérieur. Voilà.
à la centripète ici vers l'intérieur et la centrifuge une force dirigée vers l'extérieur. Et que l'accélération normale, c'est l'accélération, je veux dire, centripète, AC. Et AC, il vaut quoi? mv carré sur R. Voilà. Et R est en rayon, je veux dire, de l'orbite. L'orbite du satellite artificiel de P2. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui vient nous aider? C'est des points de vue mécaniques pour la mécanique céleste. C'est la force centripète et la force de gravitation. Voilà. Voilà. Et comme on a dit que, on a remarqué que dans l'étude des champs coulombiens, c'est-à-dire ceux qui avaient une géométrie sphérique, on avait remarqué quoi? Que, je veux dire, il y avait une analogie entre la mécanique céleste et la formule de mécanique céleste relative à la force de gravitation et la force coulombienne, qui est quasiment presque de même nature, mais avec des grandeurs différentes, des grandeurs électriques, plutôt que des grandeurs mécaniques. Donc on a le point de vue mécanique céleste et le point de vue électrique. Bon, quand on a deux charges Q' séparées par une distance R, on a la formule de la force de Coulomb qui est égale à QQ' sur R carré. R carré étant la distance séparant les deux charges, fois une constante qui est sur 1 sur 4 pi epsilon 0. Et 1 sur 4 pi epsilon 0 peut être égal à 9 fois 10 exposant 9. Alors, j'ai assez suffisamment expliqué pourquoi 4 pi. 4 pi, bon, c'est parce qu'il y a une géométrie sphérique. Et je répéterai pas, en fait, c'est parce qu'il y a une géométrie sphérique de la charge ou de certaines charges mises sous forme d'une disposition sphérique par rapport à une autre charge plus éloignée. Voilà. Ça a à voir avec la géométrie sphérique qui fait intervenir un 4 pi. Voilà. Donc le 4 pi, 1 sur 4 pi, ça fait 9 fois 10 exposant 9. Voilà, c'est un peu la même chose. Hein. On peut refaire une retranscription sous forme de 9 fois 10 exposant 9. On peut calculer, il n'y a pas de problème, je peux le démontrer, mais bon, c'est pas le but ici. Voilà, donc ça fait 4 QQ' sur R carré. Voilà. Et donc ça c'est le point de vue électrique. Le point de vue électrique. Alors qu'en mécanique céleste, elle nous donne la force de gravitation gamma. Gamma étant la constante de gravitation universelle, M1, M2. M1, M2 étant les masses de chacun des deux corps, séparés à une distance chacun du centre de leur centre de gravité respectif d'une distance R. Voilà. Donc en fait on voit bien que ils ont même formule et donc même propriété. Voilà. Voilà. Et donc on va s'aider de ceci pour voir comment on appelle ça. Ici aussi F centripète qui est égal à quoi? mv carré sur R. Voilà. Ça c'est l'accélération centripète v carré sur R. Voilà. Donc en fait c'est F égale MA C. M fois l'accélération centripète. Donc on peut écrire ça comme ça. M fois l'accélération centripète. Voilà, ben on va s'aider de ceci pour parler, ça c'est au niveau macroscopique, ça c'est au niveau des champs électriques, et donc on a un point de vue mécanique pour ce qui est macroscopique, et un point de vue, je veux dire, électrique quand c'est du microscopique apparemment. Et on va s'aider de ceci pour étudier la stabilité de l'électron autour de, comment est-ce qu'on appelle ça, du noyau. Donc on a le noyau, et les électrons circulent, je veux dire, de manière stable sur des orbites, je veux dire, circulaires. Voilà. Et alors on a différentes orbites. Hein. Enfin, quand je dis circulaire, bon, c'est pas tout à fait circulaire. Comme je l'ai dit, comme les planètes tournent autour d'elles-mêmes, comme un satellite tourne autour d'une autre planète, elles ne tournent pas, je veux dire, forcément de manière purement, je veux dire, circulaire avec un rayon qui est constant. Non, parce qu'il y a des petites différences. Donc la trajectoire peut être parfois, on va dire, légèrement devenu ellipse, mais pas une grosse ellipse, hein, pas aplatie, voilà, pas forcément une ellipse, une belle ellipse, non. Voilà. Donc ici, on a l'électron qui circule, je veux dire, à un niveau d'énergie bien spécifique. On va calculer ce niveau d'énergie.
C'est un niveau d'énergie. Donc chaque électron va circuler dans des niveaux d'énergie bien précis. Voilà. Et on va calculer ça. Donc ici, avant de calculer ceci, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'électron, qu'est-ce qu'il a, l'électron? Ben, il subit une force centripète Fc. Et une force coulombienne entre le charge plus Q et moins Q, donc la charge de l'électron et la charge du noyau. Voilà. Bon, on va calculer ceci. Donc, qu'est-ce que je peux écrire avec ceci? La force de Coulomb, c'est quoi? 1 sur 4 pi epsilon 0, QQ' sur R carré. Or, ça fait 1 sur 4 pi epsilon 0. Q, c'est la charge de l'électron. Q', c'est la charge du proton. Donc, ils ont tous les deux la même valeur en valeur absolue sur R carré. Donc, la force coulombienne, elle vaut quoi? 1 sur 4 pi epsilon 0 E carré sur R carré. Voilà. Voilà. Bon, donc ça c'est la force coulombienne. Maintenant l'énergie. Donc on va regarder le point de vue énergétique de l'orbite qui tourne de manière stable autour du noyau. On a quoi? L'énergie totale vaut quoi? C'est l'énergie mécanique plus l'énergie électrique. Voilà. Mais l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique ici. L'énergie cinétique, donc on a l'électron qui tourne à une certaine vitesse autour du noyau, donc l'électron est une orbite du noyau. Voilà. L'électron d'une certaine couche, parce qu'il y a des autres électrons dans d'autres couches. Voilà, mais ça il faut le savoir. Donc ici je suis en train de voir l'énergie cinétique d'une couche, d'un électron sur une couche par rapport au noyau. En fait c'est égal à 1 demi mv carré. Plus l'énergie électrique, elle vaut quoi? Ben, c'est le potentiel électrique. Attention, c'est le potentiel électrique. Bon, ben, on va calculer 1 demi mv carré. Que vaut 1 demi mv carré? Ben, 1 demi mv carré, en fait, l'électron, quand il tourne autour du noyau, en fait, normalement, il devrait tomber sur le noyau. Or, c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est comme les forces de gravitation célestes. En fait, il y a un équilibre de la trajectoire circulaire qui fait que la planète ne tombe pas sur une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre entre les forces de gravitation et les forces de... comment ça s'appelle ça? Et la force centripète. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Donc, je prends le point de vue mécanique céleste pour le retransposer au niveau atomique, tout simplement. Je le retranspose, et ça donne quoi? La force coulombienne est égale à la force centripète. Ouais, mais la force centripète, elle vaut quoi? La force centripète, elle vaut m fois l'accélération centripète. Mais l'accélération centripète, c'est v carré sur r. V carré sur r. Or, r étant le rayon de l'orbite, hein, entre le noyau, entre le centre du noyau et la circulation de l'électron sur une orbite. Voilà, c'est ça, R. S'il y a une autre orbite, ben, ce sera un autre rayon. Donc on aura différents rayons pour chaque orbite. Et donc différents niveaux d'énergie, en fait. Voilà. Donc il faut égaler ça. Mais moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 1 demi mv carré. Ça, c'est l'énergie cinétique. Bon, on va transformer 1 demi mv carré. Si je fais 1 demi, je dois faire 1 demi ici. Et pour avoir 1 demi mv carré, le R doit passer de l'autre côté.
Voilà. Voilà. Donc, que vaut un demi mv carré? Mais il est égal à 1 sur 8 pi epsilon 0. R sur R carré, ça fait R en dessous, E carré. Voilà. Voilà que vaut l'énergie cinétique. Voilà. Donc, je vais recopier ça. 1 sur 8 pi epsilon 0 E carré sur R. Donc, j'ai réécrit 1 sur 8 pi epsilon 0 E carré sur R. Carré sur R. Voilà, ça c'est l'énergie cinétique. Bon, maintenant, on va rechercher que vous la quantité au niveau électrique, l'énergie potentielle. L'énergie électrique, c'est l'énergie potentielle aussi. Bon, énergie potentielle, il faut repartir encore une fois de la loi de Coulomb. Que dit la loi de Coulomb? On repart sur cette formule-ci. Donc, ce qui fait la force de Coulomb est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, on a toujours les E au niveau la charge électrique E sur l'orbite circulaire, je veux dire, où circule l'électron, et on a la charge du proton qui est égale à plus E. Voilà. Bon, ce qui fait, on a E fois E, ça fait E carré. E carré sur R carré, 1 sur 4 pi epsilon 0. Voilà. Ça, c'est la force de Coulomb. Mais pour avoir le potentiel, ben, il suffit de multiplier par, pour avoir le travail. Le travail, c'est R fois une distance fois une force. Une force fois une distance, ça fait un travail. Et donc, ici, on aura le potentiel électrique. Voilà. Donc, il suffit de multiplier par R. Donc, j'aurai 1 sur 4 pi epsilon 0, E carré, R sur R carré, ça fait E sur R. Voilà. Il y a juste un petit truc maintenant à tenir compte. Il faut faire attention avec les potentiels. Ici, on est positif au niveau du proton et négatif au niveau de l'électron. Et en fait, le travail, c'est de ramener le travail électrique, bien sûr, c'est un travail électrique, c'est de ramener la charge moins E au niveau du proton. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je veux dire, le problème, c'est que le travail, c'est un travail négatif. Un travail électrique négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus et moins, en fait, on va du potentiel négatif vers le potentiel positif. On va pas à l'inverse. On va pas du potentiel positif au négatif. Or, pour avoir un potentiel positif, il faut aller du potentiel plus au potentiel moins. Or, ici, on va du potentiel moins vers le potentiel plus. Alors, le travail pour ramener la charge E vers le centre du noyau se fait du moins vers le plus. Donc, on aura une charge qui est, on va dire, négative. Voilà, et ça, c'est le potentiel électrique. Voilà. Donc, je vais rajouter ici 1 sur 4 pi epsilon 0 E carré sur R. Et enfin, si je mets tout au même dénominateur, je vais mettre en noir, je vais regarder si on voit, je vais remonter d'un cran. Donc, on avait potentiel électrique, c'est le travail, réalisé au niveau électrique pour passer la charge du niveau circulaire orbital vers le noyau. C'est ça, le potentiel, c'est ça en fait. Donc, ce qui fait, si je mets tout, même dénominateur qui est 8 pi epsilon 0 R carré, on aura E carré moins, ici comme j'ai 4, je mets 2 pour avoir 8, ce qui fait 2E carré. Et E carré moins 2E carré, ça fait combien? Ce qui fait moins E carré sur 8 pi epsilon 0 R. Et ça, c'est l'énergie totale de l'orbite. L'énergie totale de l'orbite où se trouve l'électron, en fait. Voilà. Donc, pourquoi ici on a une énergie négative? Mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que la charge allait du moins vers le plus, c'est-à-dire l'attraction. C'est une énergie attractive
du noyau par rapport à l'électron. Donc le noyau attire l'électron en fait. Parce que s'il était positif, bon, on n'aurait pas une stabilité au niveau circulaire, on aurait une déstabilisation et l'électron ne serait pas sur une orbite, elle sera ailleurs en fait. Voilà. Donc l'énergie totale est négative. Bon, maintenant on va faire un petit calcul. Par rapport à ça, on va rechercher le rayon d'une orbite. On va calculer le rayon d'une orbite. Sachant que pour extraire, je veux dire, sachant que l'énergie totale d'une couche, donc j'ai le proton et l'électron, l'énergie totale d'une couche est de moins 13,6 mégaélectronvolts. Voilà. Bon, on va faire ça. Donc le rayon, je cherche le rayon. Le rayon, je remets là, et le total, je mets là. Donc ce qui fait moins E carré, 8 pi epsilon 0, et E total revient ici. J'ai juste changé de place le rayon qui était au dénominateur, je remets au numérateur, et le E total qui était au numérateur, je remets dans l'autre membre au dénominateur. Voilà. On va calculer ça. Donc ici, c'est quoi le moins 13,6? C'est l'énergie que que le noyau attire l'électron pour le maintenir en stabilité. C'est-à-dire, si je veux retirer cet électron-là, je lui mets une énergie supérieure à ça. Comment est-ce qu'on appelle ça? À cette valeur, et à ce moment-là, si j'arrive à mettre une énergie supérieure à cette valeur, l'électron ne sera plus sur son orbite fatalement. Il sera décollé de son orbite, il va aller ailleurs. Et comme un électron, je veux dire, l'énergie d'un électron va par saut, elle va sauter à l'autre orbite, et si elle en a suffisamment d'énergie, elle va remonter à l'autre orbite, et ainsi de suite. Donc elle va remonter d'orbite en orbite, s'il y a de plus en plus d'énergie, elle va remonter pour, à la fin, sortir quasiment de son orbite, sa dernière orbite, pour, je veux dire, partir ailleurs en électron libre, par exemple. Voilà. Donc ici, on a 8 pi, ça fait quoi? Ce qui fait moins le carré 4 pi epsilon 0 fois 2. Oui, 8 pi c'est 4 fois 2. Hein. Voilà. Le tout, et j'ai oublié ici, ouais, au total. Voilà. Donc le au total c'est moins 13,6. Moins 13,6 méga électronvolts. Voilà. Bon, on va faire notre calcul. Voilà. Donc on va calculer notre rayon. Moins E carré c'est moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs au carré. Alors 4 pi epsilon 0 c'est 9 fois 10 exposant 9. Alors on a un 2 au dénominateur qui est ici, c'est le 2 là. Et moins 13,6 c'est moins 13,6 c'est moins 13,6 mégas. C'est 10 exposant 6. 10 exposant 6, ouais. Mégas c'est 10 exposant 6. Électronvolt. Un électronvolt c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Comme ça, j'ai en unité, je veux dire, dans le système d'unité normal, MKSA ou système d'unité international. Bon, on y va pour les calculs. Moins par moins, ça fait plus. Moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 au carré, et celui-là, il tombe. 10 exposant 9 et 10 exposant 6, ce qui fait 10 exposant 3. Voilà, et on va calculer ça. Ma machine. Donc, ce qui fait 1,6 fois 10 exposant
moins 19 fois 9, 9000, divisé par 2 égale, divisé par 13,6 égale, ce qui fait un rayon de 5,294111 mètres. 10 exposants, 10 fois 10 exposants, moins 17 mètres. Voilà. Autant dire que c'est un rayon très petit pour cette énergie-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'on calcule les rayons, en fonction des énergies des énergies des électrons sur les orbites, en fait. On connaît l'énergie de l'orbite, et on sait calculer, je veux dire, le rayon où se trouve, je veux dire exactement l'électron, où il est en train de tourner, sur quelle orbite, en fait. Voilà. Bon, maintenant, autant dire que l'électron, je veux dire, tourne de manière stable autour du noyau. On vient de le prouver sur des rayons d'orbite environ circulaire. Donc j'ai le noyau avec les protons et les électrons tournent sur des orbites circulaires. Voilà. Mais ça, c'est quel type de théorie qui dit ça? En fait, ça, c'est un régime de stabilité, il n'y a aucun souci. Au niveau macroscopique. Mais le problème, il n'est pas en accord avec la théorie électromagnétique. Pourquoi? Parce que la théorie électromagnétique dit que s'il y a une charge qui est accélérée, en fait, une charge accélérée, Q, si elle accélère, eh bien, l'énergie, elle perd de l'énergie. Et si elle perd de l'énergie, c'est comme si elle sautait d'une orbite à l'autre. Donc, en fait, c'est comme si elle ferait un mouvement spiralé. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est l'énergie électromagnétique. Donc, ce qui veut dire que, bon, la théorie corpusculaire au niveau macroscopique, je veux dire, ne suffit pas. Ne suffit pas pour expliquer, je veux dire, il faut une autre théorie. C'est la théorie ondulatoire des particules, qui, elle, va donner plus d'éléments, et qui nous donnera un autre type de modèle. Ici, on est toujours dans le modèle de Rutherford. Donc, pour le modèle de Rutherford, je veux dire, hein, les électrons qui tournent autour du noyau, je veux dire, ça se suffit pour une théorie macroscopique, mais pas pour la théorie, je veux dire, pas pour la théorie magnétique, où là, la théorie magnétique fait référence, je veux dire, un mouvement apparemment, si on calcule au niveau électromagnétique, je veux dire, on a un mouvement spiral. C'est un mouvement spiral et non pas un mouvement circulaire. Donc là, on aurait apparemment une instabilité au niveau micro, mais au niveau macro, il n'y a pas d'instabilité en fait. Il est stable au niveau macro, mais au niveau micro, il est instable. Donc la théorie électromagnétique nous donnerait un autre écho par rapport à la théorie de l'atome de Rutherford. Donc pour ça, il faudrait inventer un autre modèle, un modèle quantique. Il faudra avoir un modèle quantique pour que, donc ce qui veut dire que voilà, ça, Rutherford, c'est au niveau corpusculaire, alors qu'il faudrait inventer un nouveau modèle quantique. Et ce sera un nouveau type d'atome. Et la théorie quantique va apporter pas mal d'éléments qui font en sorte que, bon, on a des défauts d'explication au niveau de la théorie corpusculaire. Et on va l'apporter par la théorie quantique ondulatoire. Et ce sera le modèle. Le modèle quantique, c'est le modèle de Bohr. Voilà. Donc il y a un autre modèle atomique, c'est le modèle de Bohr, pour expliquer, je veux dire, certaines je veux dire, complications qu'on pourrait expliquer, je veux dire, dans le modèle corpusculaire. Si on le visionne au niveau électromagnétique. En effet, on dit qu'il y a une instabilité au niveau spiral, alors que le corpusculaire donne une stabilité. Voilà, donc il faudra
pour expliquer l'atome, on ne l'explique pas que de manière corpusculaire, mais il faut l'expliquer aussi d'une manière ondulatoire, au niveau d'une manière quantique. Et là, on aura toutes les réponses pour formaliser, je veux dire, l'atome en lui-même. Voilà, je vous remercie.